Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Stats, Contes et Légendes, sur laquelle je vous propose des one-shots et campagnes reposant sur ma devise en jeu de rôle, des histoires personnelles et viscérales. Cette devise n'est jamais aussi bien incarnée que dans mes campagnes, et je vous propose de nous accompagner, mon groupe et moi-même, dans cette nouvelle grande aventure, ma nouvelle campagne, Le Ciel Ici-Bas, qui mettra en lumière des thématiques telles que la relation entre l'essor technologique et le monde primordial, et dont l'ambiance oscillera entre émerveillement et sauvagerie, avec une saupoudrée d'esthétique devincienne et de folklore druidique. Cette campagne est la quatrième que je fais jouer dans mon univers maison de Low Fantasy, les royaumes Sélonites, univers qui évolue au fil des différentes campagnes, au sein desquelles les joueurs incarnent des personnages toujours différents, ou presque, participant par leurs actions à influencer le monde à différentes échelles et contribuant donc à lui donner son identité propre. Les précédentes campagnes étaient, dans l'ordre, Les Larmes de Mornejour, dont vous trouverez un résumé de 8 minutes sur ma chaîne principale, Les Enfants du Fleuve, que vous pouvez écouter en actual play sur la chaîne Pilule Rouge, et enfin, Au Nom des Pères, entièrement disponible sur les stats, contes et légendes. Cependant, bien que je vous invite bien sûr à visionner tout cela si vous en avez l'envie et surtout le temps, je veux absolument souligner le fait que vous n'avez pas besoin d'avoir connaissance des campagnes précédentes pour comprendre et apprécier la campagne qui va suivre. En effet, les joueurs incarnent des personnages qui, eux, n'ont pas connaissance des histoires précédentes, et la campagne est donc construite de sorte que les joueurs ne puissent pas capitaliser sur leurs propres connaissances et puissent vivre l'histoire au même niveau que leurs personnages, tout comme cela peut être donc le cas pour vous, auditeurs. Cela étant dit, j'aime beaucoup faire des passerelles entre mes campagnes, créer des liens en guise de clin d'œil à mes joueurs ou même carrément pour continuer de montrer les implications de leurs choix dans les précédentes campagnes. Il se peut donc, y compris dès le premier épisode, que vous soyez confronté à des réactions de mes joueurs, et non de leurs personnages, que vous ne comprenez pas, ou même que vous vous posiez la question de la présence de certains éléments narratifs qui semblent décorrélés de l'intrigue principale, et que vous ne recroiserez peut-être pas plus tard. Lorsque cela survient, c'est sans doute que mes joueurs comprennent un lien avec une campagne précédente, croisent des personnages que leurs anciens personnages connaissaient, et ainsi de suite. Cela peut arriver, mais je le répète, cela ne nuira pas à votre compréhension de l'histoire. Chaque session de jeu sera découpée en plusieurs vidéos qui sortiront à raison d'une fois par semaine le mercredi. En général, chaque session sera divisée en 2 épisodes d'environ 1h30, mais certaines sessions particulièrement longues, comme la première, seront découpées en 3 ou 4 vidéos, mais ces cas resteront l'exception. Nous ne savons pas exactement combien de sessions va durer la campagne, mais nos campagnes commencent avec la vocation de se terminer en un temps raisonnable, et les précédentes ont duré un peu plus de 20 sessions. Ce n'est pas un engagement contractuel, mais c'est pour vous donner une idée de l'engagement que vous allez mettre à écouter cette campagne. Des images sont diffusées sur l'overlay, bien que l'expérience soit avant tout auditive. J'en profite d'ailleurs pour préciser qu'aucun montage n'est jamais réalisé pour l'ambiance sonore, et que celle dont vous profiterez est un reflet exact de ce qu'entendent les joueurs. Même chose pour les images, bien qu'elles aient été rajoutées au montage après coup afin que je n'ai pas à me soucier du cadrage en pleine partie. J'espère donc que cette plongée dans notre univers vous ravira, et si c'est le cas, n'hésitez pas de temps en temps à nous laisser un commentaire pour nous dire que vous êtes bien à l'écoute, cela nous motivera, ou même à rejoindre notre Discord pour en discuter. Sur ce, et sans plus attendre, je vous propose de plonger avec nous dans cette nouvelle campagne, Le Ciel Ici-Bas. En l'an 6 après la guerre des Trois Couronnes, l'influence de l'archevêque du royaume de Pharès, Bénédicte de Pierre-Lune, est au plus haut, grâce à l'éradication du culte de la Gorgone et de l'hérésie d'Obscura sur les terres royales, et suite à l'échec de la tentative de renversement menée contre lui par son ancien mentor, le radiant Fergus Reynolds. Le pouvoir royal, incarné par son jeune roi nouvellement couronné, s'en trouve ainsi raffermi. Mais alors que la Pharèse s'apprête à exploiter le lac d'énergie pourpre dans les mines de la Landmorn, dont elle seule a connaissance, Fergus Reynolds se fait le porte-voix du culte de Radiance et révèle son existence aux autres royaumes. Désormais hiérophante de l'ordre de la Flamme Pourpre, il devient le garant de l'exploitation équilibrée du lac par la Dalmérie, le pays de Landre et la Pharèse, désormais dépouillés de son avance stratégique. Exploitants et scientifiques sont alors plus que jamais mobilisés par les 3 royaumes, tandis que commence une course effrénée vers la maîtrise technologique de l'énergie pourpre. Qui détiendra les secrets du feu, détiendra le pouvoir.
La Colchide porte en elle une terre riche et fertile de par son temps pluvieux et nourricier, en particulier les parcelles cultivées autour de l'épaisse forêt que l'on nomme le bourbier. Au cœur de ce bois dense et humide, la terre est meuble, la faune exotique et la flore variée, tantôt magnifique et tantôt inquiétante, comme les hauts cyprès des marais dont l'abondante couronne accueille les rayons d'un soleil pâle pour en nimber la sylve florissant, au pied de leurs troncs noueux et entortillés dans des formes improbables, comme s'ils se mouvaient. Tes pieds s'enfoncent peu dans la terre meuble cependant, tant ton poids est léger du haut de tes 8 ans, Forkis. Et pourtant, ton cœur est lourd. Quelques mètres devant toi, une silhouette, s'il en est, plus légère que toi, court, trottine. C'est ta jeune amie Priya. Elle se retourne, voyant que tu es retardataire, t'attend, t'attrape la main et la tire légèrement. Et puis elle te murmure. « Ne t'inquiète pas, Forkis. Il faut garder espoir. » L'espoir. L'espoir, Forkis, c'est ce que semble avoir abandonné ton père déjà. Ton père, que tu as quitté quelques heures auparavant, assis aux côtés du lit, sur laquelle est étendue ta mère, malade, mourante. Et c'est comme si ton père en faisait déjà son deuil. Corvou, le druide, lui-même n'y croit plus. Priya te relâche la main et se remet à trottiner un peu plus loin. Que fais-tu? Que penses-tu? Que ressens-tu? J'ai un peu toutes sortes d'émotions qui me passent par la tête. L'espoir que Priya essaye de m'insuffler, mais aussi une vague de désespoir, de résignation face au fait que les adultes, que Corvou et que mon père aient déjà baissé les bras. Et je souffle un grand coup et je me remets à avancer en direction de Priya. Tu marches un peu plus vite, les feuilles craquent sous tes pieds, et puis un peu plus loin, tu vois que les rayons lumineux, parsemés normalement, commencent à fusionner, formant une sorte de colonne de lumière indiquant que la forêt s'élargit, laisse un petit peu plus d'espace pour cette lumière. Lumière qui éclaire un endroit que tu connais bien puisque tu le fréquentes souvent avec Priya, un endroit que vous appelez simplement les pierres. Vous débouchez sur ce qui n'est pas réellement une clairière. La forêt semble cesser à cet endroit et vous vous retrouvez sur les lieux d'un ancien cercle de pierres. Les dolmens des menhirs sont ici éparpillés, brisés pour la plupart, conquis par les mousses de la végétation. Et derrière cet ancien cercle de pierres, ce vestige, la forêt semble tomber à nouveau et se densifier. Et puis plus loin encore, une colline émerge au sommet de laquelle jaillit une tour de garde, une vieille tour de garde, que vous contemplez souvent tous les deux lorsque vous êtes assis sur l'une des pierres du cercle. « Allez, viens, Porkis. Nous y sommes, à nouveau. Viens. » Elle te fait un petit geste pour que tu approches des pierres. J'avance, je la suis. Elle caresse l'une des pierres de la main, t'indiquant que c'est là qu'elle t'attend. Une pierre épaisse, plate, qui elle n'est pas brisée, même si elle aussi est envahie par les mousses. Une pierre qui dénote aussi par la variété de ses teintes, parfois claires, parfois étrangement sombres. Elle passe son doigt sur la pierre. Oh, tu la connais, cette pierre. C'est ici qu'il faut que tu fasses un sacrifice. Il faut que tu montres que tu es prêt à sacrifier quelque chose, Porkis. Il faut que tu y crois. Il faut que tu fasses une prière, que tu parles de toutes tes forces et que tu montres que tu es prêt à payer le prix. Car elles sont voraces, Forkis. Mais parfois, si tu pries assez fort, si tu les nourris assez, alors l'une des Morrigan te répond. Et elle indique les gravures, en particulier une gravure, celle que l'on remarque encore le plus sur la pierre. Le sigle de l'arbre à 3 branches, symbole des Morrigan, ces entités de la forêt, ces esprits de la forêt, ces sorcières du bourbier, comme on les appelle.
Priya te sourit, encourageante. C'est à toi de faire ta prière. Je ne sais pas ce qu'elles attendent. Mais il est là ton espoir, Porkis. Est-ce que je dois la faire à voix haute? Je ne sais pas. Je pense que il faut que ça résonne dans le bois, dans le bourbier. Il faut que ça laisse sa marque. Alors oui, cette prière est pour toi, pour elle. Je ne pense pas que ce soit grave si d'autres l'entendent, comme les arbres, comme moi. Je m'approche de la pierre et de la même manière que Priya l'a fait avant, je passe ma main, en fin de compte, je laisse ma main glisser sur la pierre, la caressant jusqu'à m'arrêter sur le symbole. Ma marque. Alors qu'il en soit ainsi. Morrigan, écoutez-moi, je vous en conjure. Donnez-moi la force, le pouvoir de sauver ma mère, de sauver ceux qui souffrent. Je suis prêt à tout vous offrir en échange de ça. Je vous en supplie, entendez mon appel. Et je vais me mettre mon bouche et je vais mordre jusqu'à m'en faire saigner. Et je vais apposer le pouce ensanglanté sur le symbole de l'arbre à 3 branches. Alors le sang ruisselle de ton pouce, telle une sève qui va nourrir cet arbre, un arbre maintenant ensanglanté, tandis que ces gravures se remplissent de ton sang. Et alors... les choses changent drastiquement. Tu ne reconnais plus l'endroit, même si le cercle de pierre est bien présent. La forêt est beaucoup plus clairsemée. C'est un paysage de désolation, extrêmement sombre. Les quelques arbres qui subsistent encore sont énormes, noueux, sans feuilles, comme morts, et pourtant leurs branches semblent s'étendre de part et d'autre comme si elles allaient t'attraper. Leurs troncs sont encore plus tordus que dans le bourbier que tu connais. Parfois tu distingues un membre humanoïde, une main peut-être, un visage hurlant. Et il y a une rivière qui semble couler, presque asséchée. Mais elle est bien là. Et le ciel, il n'y a pas de ciel. C'est un amas d'épaisses racines qui recouvre la voûte céleste. Que fais-tu? Priya, tu es là? Aucune réponse. Aucune réponse. Quoique... ta petite voix d'enfant de 8 ans semble se perdre dans ce néant, dans cette désolation. Et alors tu l'entends. Un autre écho qui semble te répondre. Porkis. Porkis. Que fais-tu? Je vais essayer de découvrir d'où vient cet écho. Est-ce que j'arrive à localiser à peu près la direction? Oui, tu le penses. Enfin, c'est comme une sorte de présence. Tout au fond de cette désolation, il y a comme une ombre gigantesque, une colline, peut-être une montagne. Et en haut de cette montagne, quoique pas tout à fait au sommet, brûle une flamme ou un brasier, quelque chose qui ressemble à du feu. Et tu l'entends à nouveau, cette voix, cet écho. Porkis. Porkis. Je vais m'en approcher en faisant bien attention là où je mets les pieds, puisqu'il y a des contes pour enfants qui parlent de faux follets attirant les enfants au fond du marais.
Et ma mère me le racontait souvent. Donc j'y vais, mais d'un pas prudent, avec une certaine crainte. Et alors que tu sembles appelé par cette colline, cette montagne, ce feu, cet écho, les contes que te raconte ta mère te servent. Ce n'est pas un feu follet que tu distingues ici, mais une racine noueuse qui rampe dans ta direction. Et une autre. Et puis une autre, et une branche qui se plie dans ta direction. Et qui Je me mets à s'approche. courir pour les éviter. Tu te mets à courir. Tu essayes. Tu te mets à courir. Mais il y en a partout. Et l'une, à ce moment-là, t'attrape. Et tu sens la morsure au niveau de tes chevilles. Tu tombes, elle te tire. Que fais-tu? Que fais-tu? Je vais essayer de prendre une pierre, quelque chose qui traîne pour mettre un coup dessus. Tu prends une pierre. Lâchez-moi! Lâchez-moi! Tu frappes, elle se rétracte, tu la coupes. Tu te relèves, que fais-tu? Forkis, vite, elles arrivent de partout, les racines. Je cours vers le brasier rouge. Tu cours dans cette direction, et à ce moment-là, sur ta gauche, la terre s'ouvre littéralement. Un gigantesque arbre en jaillit. Ce n'est pas un arbre, c'est un amas de racines qui ressemble à une main géante qui s'apprête à s'abattre sur toi. Que fais-tu? Je me jette au sol pour les éviter. Tu te jettes au sol, tu tombes dans cette rivière presque asséchée, la face dans l'eau. Tu essaies de la relever, ta tête, mais il y a des racines qui t'en empêchent comme si elles essayaient de te noyer. Forkis! Forkis! Que fais-tu? Je continue à me diriger vers, tant bien que mal, vers la voie. Je tends la main pour essayer qu'elle m'aide aussi. Tu t'extirpes, quelque chose semble les tirer, tu entends à nouveau cet écho. Forkis! Le feu au loin semble encore plus incandescent, et il semble qu'il y ait quelques racines qui se rétractent. Tu cours, tu boites, tu tombes, tu te rattrapes dans l'eau, et tu vois dans ce ciel les racines noueuses, monstrueuses, colossales, qui descendent dans ta direction. Tu es pris presque entre ciel et terre. Tu cours, ce brasier se rapproche. Forkis! Forkis! Que fais-tu? Tu cours à en perdre haleine. Je m'arrête même pas, je regarde plus en l'air et je me focalise sur le brasier rouge. J'ai le sentiment que c'est la seule porte de sortie et je m'accroche à ça. Ton regard te brûle alors que tu te fixes sur ce brasero, sur cette vision, ton seul espoir qui brûle au loin, alors que tu vois ces arbres qui émergent de partout pour essayer de t'attraper. Et... tu es affalé. Affalé sur cette pierre. Tes vêtements sont humides de ton propre sang, alors que tu t'es involontairement frotté contre ce liquide que tu avais versé toi-même sur cette pierre. Ton visage est presque enfoui dans ces mousses humides. Que fais-tu? Je me relève, je crache un instant au sol. J'ai un goût amer en bouche. Je ne sais pas si c'est du sang ou si c'est les mousses que j'ai un peu mangé. Et je regarde tout autour de moi, je cherche Priya des yeux. Priya est là, Forkis. Elle est allongée à 1 mètre de toi, près de l'une des pierres brisées, sur le dos, les yeux ouverts, la bouche fermée, inerte. Priya? Aucune réponse. Priya, s'il te plaît, réponds-moi. Je la prends dans mes bras, je la secoue un peu. Tu la secoues dans tes bras et c'est comme une poupée inarticulée. Le regard dans le vague. Et tu es là, à la prendre dans tes petits bras de 8 ans, appelant son nom, sans réponse. Et alors, pour la première fois, tu le sens.
Tu la sens, cette faim dévorante, au fond de tes entrailles. Et en haut, au-dessus de vous, au-dessus de toi et de Priya, la nuit des cieux vous contemple. Une nuit ponctuée d'étoiles. Les étoiles scintillantes là-haut, ces astres inconnus jetés au hasard dans l'immensité où ils dessinent ces figures bizarres qui font tant rêver, qui font tant songer. Et qui ici se connectent par des rayons lumineux pour former des constellations. Les étoiles tournent sur elles-mêmes. Ce ne sont plus des astres connectés, mais des engrenages qui glissent dans la galaxie de ton esprit, Eleanor. Tu as 9 ans. Tu es assise dans tes appartements, sur le sol, en train de construire un petit oiseau mécanique rudimentaire, quelque peu bancal. Ton modèle se trouve un peu plus loin, dans une cage argentée posée sur une table, mais tu ne peux pas le voir d'où tu es car Majesté, ton corbeau blanc, est allongé. Sa respiration est saccadée, et d'où tu es, tu ne peux plus le contempler comme modèle alors que tu termines ton œuvre. Derrière toi s'élève une voix bien connue. Jeune Eleanor, vous n'êtes pas couchée ? Non, je voulais terminer. Cette voix, Eleanor, c'est une voix réconfortante. Celle d'Elias, âgé d'une bonne trentaine d'années, le fidèle chambellan de ton père. Est-ce que tu t'es retourné pour Regarde, le voir ? j'ai bientôt... en fait, je pense que je suis vraiment fixée sur le corps, sur ce petit oiseau. Et je me tourne même pas vers lui, je sens l'air désapprobateur, déjà. Tu sens une main qui se pose sur ton épaule. Contraire à la désapprobation que tu pouvais attendre, et il s'accroupit près de toi. Et tu sens son visage à ton côté. Il regarde ce que tu fais, voit l'oiseau mécanique. Il te force à le regarder. Tu vois ? Oui. Non, je me tourne vers lui. Et normalement, si je le remonte légèrement, et j'essaie de remonter un rouage, tu vois, pas sûr du résultat. Est-ce qu'il se passe quelque chose ? Je pense que oui, il va... il va piétiner un peu et puis il va s'arrêter avant que quelque chose ne tombe. Tu vois, quelque chose que j'ai mal fixé. Et mais bientôt, je l'aurai terminé. De toute façon, il faut que je me dépêche. Elias esquisse un petit sourire que beaucoup considéreraient comme narquois, mais tu sais que c'est dû à la forme de son visage, à ses fossettes. Mais c'est un sourire amusé, chaleureux. Et il te dit « Jeune Eleanor, votre esprit n'a rien à envier au scintillement des étoiles. Vous avez toujours un coup d'avance. Je vous avais apporté quelque chose. » Et de derrière son dos, il sort une petite statuette en bois, pas très fine, mais il a pris soin de la faire pour toi. Et il s'agit d'un corbeau, ressemblant relativement au tien, à Majesté, et il le pose près de ton petit oiseau mécanique. Je souris, je pense que je le prends dans mes bras. Merci. C'est gentil. Et je jette un œil vers la cage. Avez-vous pris votre décision concernant Majesté, jeune Eleanor ? Oui. Et je secoue la tête en faisant non. Mais cela me chagrine. Pensez vraiment qu'il pourrait rester avec moi? Jeune Eleanor, certains êtres ne sont pas faits pour rester enfermés dans une cage, même une cage argentée ou dorée. Je sais. Et je vais me lever et aller vers la cage. J'ai toujours son petit oiseau là, en bois dans la main. Et
Et je prends la cage et je vais en direction je sais pas, du balconnet. Il doit y avoir. Ouais, De oui. nuit, peut-être c'est peut-être qu'il vaut mieux attendre demain matin. Il bouge ou pas, le corbeau, d'ailleurs? Il bouge, mais tu vois qu'il il est pas très bien en point. En fait, il est comme déprimé. Il est pas en mauvaise santé, mais tu sens que sa respiration est saccadée. Il en peut plus d'être enfermé. Jeune Eleanor, il faut vous décider vite. Je vais devoir vous demander d'aller vous coucher. Ah, ça suffit, oui. C'est bon, je vais le faire. Et j'ouvre la cage. Vas-y, c'est bon, tu peux sortir. Et j'ai une mine renfrognée. Vous avez grand cœur, Eleanor. Je suis fier de vous. Mais ce corbeau ne sait pas qu'il est libre. Il est resté trop longtemps en cage. Prenez-le délicatement et nous allons libérer ensemble. Et toi qui vas ouvrir la fenêtre rectangulaire qui donne sur les rues ténébreuses de Carnandras. Libérons-le ensemble. Et ensuite vous irez vous coucher. Demain, votre père vous attend aux premières heures pour votre cours de botanique. J'ai beau lui dire... Oui, je sais. Je sais. J'ai beau lui dire que vous préférez regarder vers les cieux que vers le monde d'ici-bas, il n'en démord pas. Vous connaissez votre père, Eleanor. Un esprit de la terre. Et j'ouvre, du coup, je glisse ma main dans la cage, mais je pense que j'ai quand même un peu peur. J'ai une légère appréhension. J'ai peur qu'il me pique, tu vois. Ça ne serait que justice, finalement, qu'il me pince et je le prends et je suis assez surprise. Peut-être qu'on voit mes yeux qui brillent un peu parce qu'il a l'air si fragile. Et pourtant il doit pas l'être tant que ça pour avoir vécu un temps, j'imagine. Et je le sors en le regardant sans trop oser le regarder, et je le tends vers la fenêtre. Et tu es surprise par le battement d'ailes immédiat, comme une sorte de respiration d'espoir fugace. Et le corbeau blanc s'envole immédiatement dans la nuit. Et de par sa couleur blanche, tu parviens à le distinguer, alors qu'il s'éloigne et il va se poser sur un toit, juste en face, de l'autre côté de la rue, légèrement éclairé par les lampes qui illuminent, les falots qui illuminent la rue. Et tu le regardes. Il est dessiné comme ça, sur le ciel nimbé d'étoiles. Et puis, il est là, comme un au revoir, avant de s'envoler à nouveau. Et puis, ce corbeau se pose sur une branche. C'est pas un corbeau blanc. C'est un corbeau noir. Et tu l'observes, Argyle. L'observe depuis la fenêtre de ton modeste logis. Cet oiseau, immobile, sur une branche d'arbre dans la rue. Le ciel est rosé, rougeâtre, le ciel de l'aube naissante. Car tous les matins, Argyle, tu te lèves très tôt pour l'attendre. Celle que tu attends plus que tout, tous les matins. Et tu as vu sa silhouette passer devant la fenêtre. Tu te doutes qu'elle va rentrer par cette porte de l'autre côté, près de l'âtre ronflant. La porte s'ouvre et elle entre vêtue d'une longue jupe épaisse et d'un corset qui la dénude plus qu'il ne l'habille. Elle ferme la porte, vos regards se croisent, elle te sourit, tu lis l'amour, la honte. C'est ta mère qui revient du travail nocturne. Que fais-tu ? Maman, je vais me jeter dans ses jambes, sans vraiment faire attention, sans vraiment comprendre qu'il vaut mieux pas toucher ses vêtements, quoi. Tu vois qu'elle te caresse les cheveux et en même temps t'écarte justement de son habit. Mon petit Argyle,
Sa voix est tremblante comme à chaque fois qu'elle rentre. Et puis, cette voix, en provenance du bureau d'à côté. « Alors, la catin est rentrée ? J'espère que cette fois, son entrecuisse a servi à m'amener de quoi combler nos dettes. À moins que, lorsque c'est gratuit, ce n'est pas gratuit, elle y ait plus de mal. » La silhouette de ton père émerge du bureau. Il approche, d'un pas décidé, ses bottes claquent contre le sol. « Alors, femme, montre-moi. Allez !» Tremblante, elle verse le contenu de la bourse qu'elle avait à la main. Sur la table, tu entends le tintement. Il s'approche, la regarde. « Alors c'est ça, le fruit du travail de ton entrecuisse. Tout ce qui en émerge n'est que bâtard !» Et il te regarde, Argyle, et te repousse. « Dégage, morveux !» La gifle. Petit couineur ! Comme ta mère. La gifle est violente sur ta mère, tu l'entends et tu la sens presque alors qu'elle ne t'est pas destinée. Elle s'écroule par terre, se raccroche à une table. Sale catin incompétente ! Comment veux-tu qu'on rembourse nos dettes ? Un peu plus loin dans la pièce, dans un coin, ta sœur de 2 ans, ton aînée, est prostrée contre un mur, les larmes coulant sur ses joues, un petit ourson en peluche pressé contre son sein, en guise de protection. Que fais-tu ? Que ressens-tu, Argyle ? Là, c'est le déchirement entre la mère qui subit ça et la sœur qui est prostrée. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir ma sœur, la prendre dans mes bras et essayer de me mettre entre elle, enfin entre sa tête et ce qui se passe dans la cuisine pour éviter que elle voit tout en tremblant à chaque fois que j'entends un bruit de coups. Et tu entends un second bruit de coups, mais différent. Quelqu'un frappe à la porte. « Va ouvrir, bâtard !» Tremblant, je vais ouvrir en essayant de faire un écart pour éviter de m'en prendre une au passage. Tu ouvres la porte ? Oui. Tu ouvres la porte et tu dois lever les yeux pour voir cet homme. Cet homme qui te paraît vieux alors qu'il ne doit être âgé que d'une 30aine d'années. Vêtu comme ces soldats que tu vois parfois dans la rue. Ces soldats très bruyants. Il est armé. Il t'observe d'un air neutre. Comment t'appelles-tu ? Argyle, monsieur, qu'est-ce que vous voulez ? J'ouvre pas trop pour qu'on voit pas ce qui se passe dans la maison. Je viens voir ton père, j'ai entendu du remue-ménage dans la maison. Est-ce qu'Henri ferait encore des siennes ? Et là, il pousse la porte et passe. Que fais-tu ? J'essaie désespérément de retenir en me disant que je vais me prendre dans la clé encore une fois, mais je cède sous la force du... Il sent que tu le retiens. Tu pousses sur sa jambe. Voilà un qui ne manque pas de courage. Et il t'écarte, comme si tu n'étais rien, mais sans violence. Ferme la porte. Et tu vois ton père, qui est furieux contre ta mère, il la tient encore. Ah ! Oui. Henri. Qu'est-ce que tu as pour moi ? Il est temps d'éponger tes dettes. C'est sur la table. L'homme, le guerrier, le soldat, regarde, compte les pièces. Ce n'est pas assez, tu le sais, Henri. C'est inacceptable. C'est à cause de la garce. Un foutu de faire ce qu'on lui demande. Et du morveux, là. Morveux, il t'attrape par les cheveux, Argyle. Qu'est-ce que tu fais ? Il te tire comme ça. De rage. J'essaie de me débattre, de griffer, de... Tu le griffes. Ah, t'essaies de te battre, sale petite merde. Et il te fout un revers de main qui te projette au sol. J'essaie de ramasser une poêle ou un truc comme ça et de lui mettre un coup dans la jambe ou... Eh bien,
Tu lui mets un coup dans la jambe, il ne sent rien, il s'apprête à te mettre un coup de poing. Et ce coup est arrêté par l'homme qui lui tord une clé de bras. Ah, tu entends un craquement. Ton père s'effondre pathétiquement et il se prend un énorme coup de botte sur le côté de la nuque. Il tombe par terre. Voilà ce qu'il en coûte de ne pas me rembourser, Henri. Que vais-je faire de vous? Que vais-je faire de cette famille? Argyle, tu croises le regard désespéré de ta maman et tu la vois se jeter aux pieds du guerrier, pathétiquement. Elle lui baise les pieds. « S'il vous plaît, Seigneur. Seigneur !» Il s'écarte presque mal à l'aise. Et elle continue à lui attraper les jambes. « Seigneur, je vous en prie. Il se murmure que vous prenez certains des enfants pour les entraîner et les faire vôtres. Mon fils peut-être. Pouvez-vous le prendre pour éponger nos dettes ?» Femme, est-ce que tu sais ce que tu me demandes? La vie est rude pour mes hommes, pour les enfants qui me suivent. Ça ne peut pas être plus rude que la vie qu'ils mènent ici. Et tu vois que ses yeux pleins de larmes croisent encore les tiens, Argyle. Je ne sais pas ce que tu y lis. Qu'est-ce que tu y lis du haut de tes 8 ans? Qu'est-ce que tu comprends de ce qu'elle dit? Là, je pense pas que je comprenne vraiment ce que ça implique. Je suis encore sous le coup de la torgnole que j'ai pris dans la gueule, de ce qui vient de se passer, de voir le tortionnaire qui s'en prend à nous tous les jours, qui vient de se faire laminer, comme si c'était très simple. Et là, c'est un peu... Là, je suis perdu en fait, je comprends pas tout. S'il vous plaît, Seigneur, s'il vous plaît, prenez mon fils Argyle, vous l'avez vu, il est vaillant. L'homme te regarde, Argyle. Il se détache de la femme qu'il semble mépriser, ignorer plutôt. Et il s'accroupit près de toi. Il te regarde, il te jauge. Mon garçon, c'est vrai que tu es vaillant. Il te jauge de la tête aux pieds, tâte tes épaules, tes bras. Il essaye de voir s'il y a une résistance en secouant ton bras. Est-ce qu'il y a une résistance ou est-ce qu'il n'y en a pas? Oui, j'essaie de me dégager, de le repousser ou... Argyle. Dis-moi, Argyle, lorsque tu grandiras, est-ce que tu veux devenir comme lui? Il regarde un instant ton père, affalé au sol, comme une merde. Ou est-ce que tu veux devenir un homme? Là, je vois le regard de mon père plein de haine et de dégoût, et je dis, un homme, pas comme lui. Ainsi soit-il, Argyle. Prends tes affaires, tu m'accompagnes. Tu quittes cette maison. Tu se retournes vers ta mère et tu entends ces mots cinglants. Votre fils est le mien maintenant. Vous n'avez plus aucun droit sur lui. Quant à toi, Henri, tes dettes sont épongées. Ta mère va prendre tes affaires. Elle te donne un petit... presque rien en fait. Elle prend un pactage, elle met quelques trucs dedans, presque rien. Il n'y a rien en fait. C'est juste pour dire qu'elle te donne quelque chose. Tiens, mon fils. Je fais ça pour toi, tu sais. Te sortir de là. Attends-moi dehors, Argyle. C'est lequel qui parle? C'est le soldat. D'accord. Bah, je fais un câlin à ma sœur. Et pendant que tu fais le câlin à ta sœur... Ah pardon, vas-y, je t'en prie. J'essaierai de revenir quand je peux pour te voir. Elle se met à pleurer dans ton épaule. Argyle. Et c'est tout ce qui sort de sa bouche. Et derrière toi, tu entends la voix du soldat. Une dernière chose, Henri. Si dans quelques années, je croise ta fille plus âgée, arpentant les rues devant une maison de passe,
Je reviendrai pour toi. Je casserai tous tes os. Un par un. Il sort, laisse la porte ouverte. Que tu ailles dehors. Ça fait des années et des années que je me fais taper, que c'est un véritable enfer tous les jours. Du coup, en partant, je lui crache dessus et je pars. En courant quand même, parce que... Tu pars en courant, il réagit même pas. Et tu entends juste « Argyle, Argyle !» derrière toi. Ah bah, je m'arrête. Dans l'encadrure de la porte, il y a la petite silhouette de ta sœur, qui est quand même légèrement plus grande que toi, de par son aînesse. Elle s'approche. Elle porte le petit nounours en peluche avec elle. Tiens, Argyle, quand j'ai peur et que je suis triste, je le serre contre moi. Je le donne. Tiens. Tiens, Argyle. Merci. Je t'oublierai jamais, Bérangère. Je reviendrai quand je peux. Au revoir. Et du coup, comme il faut que je sois un homme, j'essuie mes larmes et je suis... sans faillir. Tu suis ce soldat sans faillir. Tu croises un porteur de phallo. Tes yeux se perdent dans l'incandescence de ce qui brûle à l'intérieur. Tes yeux qui, en ce jour, contemplent un brasier. Un feu de camp, pour être exact. Nous sommes durant une terrible période. La guerre des Trois Couronnes. Tu es assis autour d'un feu dans un campement militaire. Et derrière se détache une autre silhouette assise, celle d'un autre soldat, plus vieux. Tu vois sa barbe blanche derrière. Tu as l'air pensif, mon garçon. Il s'agit de Marcus. Ton mentor, en tout cas récemment. À quoi penses-tu ? Je me demande à quand on aura enfin un repas chaud. J'ai toujours dit que t'étais un rigolo. Un repas chaud. Quel bout en train, celui-là. T'avais l'air de penser à des choses plus sérieuses pour une fois. Mais c'est vrai que penser, c'est pas ton fort. Bon. Trêve de plaisanterie. Tu devrais aller dormir. Je vais pas tarder à en faire de même. Demain, nous tuons du pharésien. Pour la Dalmérie, mon petit gars. Est-ce que tu lui réponds quelque chose ? Je reste un peu pensif. Je regarde le ciel. Et avant de partir, je dis... Ouais. Il est tard pour quelqu'un de ton âge. Tu ferais mieux d'aller te coucher. Petit saligo. Et il se lève. J'aurais jamais laissé parler mon fils me parler comme ça. Je me fais vieux. Et il se détourne. Et ton regard se perd dans l'incandescence du feu de camp. Un feu de camp qui brûle comme les torches brûlent dans le laboratoire souterrain de Carnandras. Et ce crépitement ne vient pas seul. Ce crépitement des flammes est accompagné par un grésillement aussi magique qu'étrange, émis par la radiance. Cette énergie pourpre contenue comme la foudre dans un réceptacle sphérique relié à un réseau complexe de tubes métalliques qui se rejoignent tous à un énorme corps central de forme cylindrique. Et ce corps central de forme cylindrique, c'est le prototype du concentrateur de radiance, une invention technologique révolutionnaire capable de recevoir d'énormes charges de radiance pour la rediriger en masse vers des appareils secondaires pour les faire fonctionner, chose qui est actuellement impossible de par la nature instable de cette énergie issue du lac d'essence pourpre. Mes calculs ont été corrigés selon tes directives, Eleanor. Les dosages dans les réservoirs ont été ajustés. Je suis prêt. Eleanor, c'est ton jeune frère, Démian, qui parle. Il est assis sur une chaise presque immobile contre un mur du laboratoire souterrain.
Balthazar, le maître des alchimistes. Lui aussi est assis, mais un petit peu plus mobile malgré son vieil âge. Test numéro 13 du prototype de concentrateur de radiance autorisé. Amicia, présente elle aussi, prend note sur le journal de recherche du démarrage du nouveau test, prête à consigner toutes les étapes de son déroulement. Eleanor, tu es l'inventeur du prototype et l'ingénieur alchimiste à la tête de ce projet secret. Il te revient d'activer les différents leviers qui libéreront la radiance contenue dans la sphère et de régler le débit de diffusion en fonction des calculs de ton frère. À toi de me dire comment tu t'y prends et ce que tu ressens dans ce grand moment, même si c'est déjà le 13e. C'est tes mécanismes, tu fais ce que tu veux. Je suis extrêmement excitée et un peu inquiète, mais d'abord excitée surtout. Et je me dirige vers le premier levier. Je jette un œil à Damien et je lui fais un simple signe de tête avant de lever la main vers le premier levier. Ok, on y va. On y va au 8e de la puissance. Et j'abaisse le premier levier en vérifiant que les rouages suivent, que Amicia prend bien des notes et j'essaye d'ignorer le regard de Balthazar pour le moment. Tu actionnes le levier, les réglages sont faits, quelques-uns des assistants alchimistes sont là pour effectuer d'autres réglages. Suive tes instructions. Et alors, la radiance est libérée de la sphère et elle circule jusque dans le concentrateur. Le concentrateur se met en route dans un vrombissement, tandis qu'il emmagasine la radiance. Il crée immédiatement une surcharge d'énergie. Mais c'est normal, c'est attendu. Et c'est là que tu entres en jeu, Alibert. Parmi les nombreux tuyaux qui partent du concentrateur, plusieurs rejoignent d'énormes réservoirs contenant divers liquides alchimiques, concoctés via le raffinement de diverses matières naturelles, telles que des herbes, du minerai et d'autres décoctions. Ce sont tes préparations. À toi, expert de la matière et des ressources naturelles, dont le but est de diffuser ces substances au millilitre près pour stabiliser la radiance et éviter la surchauffe du mécanisme et la dégradation du matériel. Balthazar dit « Alibert, le concentrateur a entamé sa surcharge. Lance la procédure de refroidissement et de stabilisation selon les étapes que tu as définies. C'est à toi. » Très bien, on va lâcher 3 ml sur l'objet test. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? J'ai du mal à t'entendre avec ton son. Très bien. Relâcher 3 ml sur l'objet test et analysons l'effet escompté. Tu actionnes quelques valves, les produits se libèrent, et tu as Damien qui commence à faire quelques calculs et qui disent la stabilisation n'a pas l'air complètement efficace. Il faudrait peut-être un plus gros dosage. Ou peut-être quelque chose du réservoir numéro 2, Alibert. Que fais-tu? Très bien. Je vais me diriger vers les différentes valves nécessaires du réservoir 2. Et quel est ton état d'esprit à toi dans ce 13e test? Au-delà de ce que tu fais, de la pratique, qu'est-ce que tu ressens à ce moment-là? Très concentré, très aussi excité, parce que c'est quand même nos recherches qui ont mené à cet état. Donc, j'espère que tout va bien se passer. Et j'actionne les valves. T'actionnes, les liquides coulent dans les tuyaux, rentrent dans le concentrateur. Et alors que les décoctions circulent dans ces tuyaux, la jauge de charge et de chaleur frétille. Elle recule. C'est bon signe. Le concentrateur tourne à plein régime. Mais il contient la radiance. Encore quelques secondes avant que la radiance soit sécurisée pour être libérée dans les mécanismes test. Eleanor, Alibert, jamais vous n'êtes allés aussi loin. Que ressentez-vous, si proche du succès? Moi, une grande joie. Je suis quasiment sûre que c'est bon, ou du moins qu'on est plus près que jamais et que c'est presque fait. Et j'imagine déjà toute la suite. J'espère que rien ne va dysfonctionner, ça pourrait retarder nos plans. Tu espères. Et malheureusement, quelque chose se passe. Et oui, le concentrateur s'emballe. La radiance de la sphère circule à pleine puissance dans le concentrateur, dont le mécanisme de sécurité se met en route pour tenter de libérer la radiance dans l'autre sens.
Mais c'est trop tard. La réaction en chaîne commence. Les jauges affichent le maximum. Peut-être que c'est encore possible de stabiliser. Vous n'êtes jamais allé aussi loin. Un échec obligerait à reprendre depuis le tout début. Mais c'est risqué. Eleanor, Alibert, comment réagissez-vous? Que faire? Est-ce qu'on tente de régler? Est-ce qu'on abandonne? À vous. On tente de régler. Je me dirige vers d'autres mécanismes, tu sais, et je te fais un signe, Alibert, je te dis non, on continue, c'est pas possible, on peut pas laisser tomber maintenant. On continue, c'est sûr que c'est bon. Et je regarde Demian et Ça va. c'est bon. Je comprends pas. Les calculs étaient pourtant bons. Non, ça ne marche pas, c'est évident. Eleanor, Alibert, refroidissement. Qu'est-ce qu'on fait? Alibert, quelle est ta position? Il faut mettre fin à l'expérience, la machine s'emballe. Mais Eleanor, des avis dans cette direction. Est-ce que tu t'obstines? C'est toi la chef du projet. Tu décides, tu donnes les ordres, tu actionnes les mécanismes. C'est à toi. Oui, je m'obstine. Encore un tout petit peu, juste une toute petite marge, c'est tout. C'est peut-être tout ce qu'il nous manque. Alors corrigez, Eleanor, et vite, donnez les ordres. Et j'envoie 2 laborantins tourner, sécuriser des valves, en ouvrir d'autres pour essayer de stabiliser, de réduire la pression, etc. Puis je vais moi-même vers un levier. Et c'est le levier dont je ne suis pas sûre, en fait, à ce moment-là. Je suis pas très sûre, je vous regarde tous et je me dis... ça passe ou ça casse. Et je l'abaisse. Tu l'abaisses. La charge, pleine puissance. Alibert, c'est là où tu décides. Est-ce que tu débranches ou est-ce que tu continues à ouvrir les valves qu'il faut pour le refroidissement? Tu décides. Tu pourrais avoir la main, tu pourrais stopper l'expérience contre les ordres. À toi de voir. je vais suivre les ordres de ma chef et je vais actionner les leviers pour réguler. Tu libères donc le refroidissement. Et là, Balthazar dit... Ça ne marche pas, ça s'emballe, ça ne va pas tenir, Eleanor. On ne peut pas libérer vers les mécanismes, tout risque d'exploser. Il faut arrêter. Eleanor, mettez fin à l'expérience. Que Il n'est fais-tu, pas trop Eleanor? tard, Eleanor. Je regarde Demian, je veux voir s'il s'est trompé, Qu'est-ce que... Il est en train de refaire plein de calculs, il se met à trembler d'ailleurs. Tu vois sur sa chaise un tremblement anormal que toi tu connais bien. Non, je ne sais pas, je me suis pas trompé, les calculs étaient pourtant bons, Eleanor. Il te regarde, l'air désespéré. Ça devrait marcher. Alors, je me précipite moi-même vers le mécanisme de secours et grand regret, je tente de désactiver en me demandant si ça va fonctionner parce que on n'est jamais allé aussi loin. Et tu auras réussi. Il n'y aura pas eu d'explosion. Malheureusement, c'est un nouvel échec. Et quelques heures plus tard, peut-être moins de 2 heures plus tard, après que tout ait été remis en ordre, Eleanor, il est tard, tu es seule dans le laboratoire avec Alibert. Vous restez toujours plus longtemps pour concocter, illégalement, les élixirs pour ton frère Damien. Vous êtes en silence, vous le faites. À vous. Nous aurions dû persister. Et mettre en danger la vie des autres laborantins. Je sais. Il faut qu'on trouve quelque chose pour Damien. Non, Mais non. pas au prix des autres. Non, Damien n'a rien à voir avec ça. Je suis sûre que ses calculs sont bons. S'il est sûr que c'est bon, ça aurait dû fonctionner, y a pas de... J'ai peur de ne pas y... S'il n'est plus là, s'il perd complètement la tête, alors nous n'avons aucune chance. C'est pour ça que nous aurions dû persister, Alibert. Oui, mais si nous avons laissé la machine s'emballer, nous allons plus perdre des mois d'avancement. Là, au moins, on peut reprendre. Hmm. Il faut savoir s'arrêter quand c'est nécessaire. Fais-moi confiance sur ça.
Ouais. Tu as sans doute raison. Ah, je suis juste déçue d'avoir échoué pour la 13e fois. Moi qui espérais que le chiffre 13 me porte chance. Aller contre la guigne habituelle. Peut-être que la 14e sera la bonne. Tiens, voilà le fiole. Merci. Alibert, je vais te poser une question. Ok. Je t'ai coupé, Kaku? Ouais, mais c'est pas Vas-y, grave, j'allais vas-y. pas dire un truc. Termine. J'allais juste dire que je me redressais dans mon siège quand tu me l'attendais et la 14e sera certainement la bonne. C'est certain. Je vais aussi peut-être sans rien dire d'autre. Alibert, sans me donner les détails du pourquoi de la réponse que tu vas choisir de me donner, est-ce que toi ça t'importe vraiment tout ça? Entièrement non. Tu t'éloignes Il y a pour- un... Ah, ouais. Je peux donner un peu plus de détails, mais une part de moi est intéressée par les recherches ici, mais c'est pas entièrement pour ça qu'il est intéressé par tout ça. Tu songes à cette autre part de toi, alors que tu t'éloignes un peu pour ranger. Et Eleanor, alors que tu termines, tu jettes un œil sur les cages de rats qui sont utilisées pour diverses expériences. Et tu remarques une cage qui est ouverte, vide. Une cage dans laquelle il y a normalement un seul rat. Un rat que tu as décidé de sauver, le tien. Il n'est pas un sujet d'expérience. Et il n'est pas dans la cage. Alibert, vous... C'est vous qui vous avez sorti Empereur de sa cage? La cage est ouverte. Je vais vers la cage. Oui, il est absent. Elle est ouverte. Et toi, Alibert, je t'ai dit que tu commence à étais chercher. un petit peu plus loin. Tu commences à chercher, t'es un peu plus loin dans le laboratoire. Et tu repères un rat qui marche très très vite sur le sol, en direction du mur au fond. Je crois que je l'ai vu. Attends, je vais essayer de... il doit y avoir un balai pour nettoyer les choses. Je vais essayer d'attraper un balai et essayer d'attraper avec... Fais-moi un jet d'adresse. Bonne idée. Non, je rigole. Premier Mon jet Dieu, de la quelle soirée. horreur! le rat me mord et je deviens... Un rat mutant. Et tu essaies de l'attraper, et il est trop rapide. Et Alibert, il va tout au fond du laboratoire et il disparaît sous un mur, le mur du fond. Vous êtes quand même dans les laboratoires souterrains dans la citadelle. Ça n'a pas de sens. Il passe sous le mur, Il y a un entrebâillement, c'est ça? bah dessous. Il y a l'air d'avoir un trou. Ok. Eleanor, venez voir. On est sous terre. Il y a l'air d'avoir un entrebâillement, une sorte de trou dans le mur. Est-ce qu'on sent du vent quand on passe la main? Tu sais ce qu'il y a de l'air? Ouais, il y a de l'air. Le mur est fait de pierre. Ouais, d'accord. Oui, mais juste à côté de contre le mur, il y a une très grande étagère avec plein de fioles dessus. Ok. Et entre l'étagère et le mur, parce qu'il y a quand même un tout petit espace, vous sentez aussi cet air. Décalons là. Oui. Attention, les fioles peut-être risquent de se briser. Ouais, oui. Moi, tu me vois déjà partie. À m'appuyer de dos contre le... Y a pas plutôt un mécanisme pour ouvrir? Pas des rainures au sol ou genre ça?
Si l'étagère bouge. T'essaies de dégager l'étagère et en fait un peu plus loin, tu remarques quelque chose dans un renfoncement du mur, à hauteur d'épaule. Comme un truc, tu peux passer ta main. J'essaye d'y glisser ma main. Tu sens comme une sorte d'anneau de fer à l'intérieur que tu peux pas voir. Tire dessus. Je crois que j'ai trouvé, Alibert. Et en réalité, l'étagère se décale toute seule, comme une énorme porte. Et Ok. elle semble donner accès à un couloir au cœur du mur. Qu'est-ce que c'est? J'attrape une... Vous savez ce que c'est? Je suis là depuis moi en tant que vous. Non, je vous retourne la question. Et alors que Alibert te pose cette question, Eleanor, tu as quelques réminiscences. Il y a bien des années. Il y a bien des années, alors que tu avais 21 ans, tu étudiais encore, tu n'étais pas encore considérée comme étant une alchimiste. Tu avais eu un accès au laboratoire, comme les laborantins que maintenant tu emploies. Et tu étais seul et tu devais, je cite, préparer le sujet avec certaines injections. Tu te retrouvais dans un couloir similaire qui menait au laboratoire. Tu portes un plateau et il y a quelques seringues et quelques fioles posées sur ce plateau. Que fais-tu du haut de tes 21 ans dans ce souvenir? Je me retrouve face à ce même couloir, c'est ça? Un couloir ressemblant. Je me dirige vers... je m'apprête à accomplir la tâche qu'on m'a donnée. Et qui m'incombe. Si tout est prêt, j'amène tout pour préparer le sujet. Tu arrives dans une sorte un autre laboratoire qui, des années plus tard, sera condamné. Mais qui ne l'est pas au moment de se souvenir. Tu arrives dans ce laboratoire et il y a comme une grande table d'opération au milieu, entourée de diverses étagères, avec des tables, des ustensiles, des concoctions. Et sur cette table, attaché à cette table, dirais-je, il y a un homme, allongé, qui semble respirer. Et lorsque tu entres, le bruit léger de tes pas fait écho et attire son attention. Il tourne la tête sur le côté pour te voir. Vos regards se croisent. Tu es surprise par le fait que c'est un très jeune homme. Peut-être aussi âgé que toi, mais ce n'est même pas certain. Bonsoir. Non, on ne va pas parler au sujet. Bonsoir. Et je vais poser le plateau. Alors, si je me souviens bien, la solution. Il Et redresse. je commence à préparer mon petit truc. Et tu te sens épié, tu te sens observé. Tu entends le bruit des chaînes, tandis qu'il essaie de se redresser, mais juste la tête se redresse en réalité. Qu'est-ce que vous allez me Ça me faire? rend plus maladroite. Et je pense que quand il dit ça, je sursaute et je dois lâcher une des fioles et je prépare votre traitement. Oh non. Nora, arrête. Détendez-vous. Ça ne peut pas être bien difficile. Mais je n'irai pas loin, comme vous le voyez. Oui. C'est drôle. Vous êtes nouvelle Et ici? je reprends ma... Oui, je viens d'arriver. Je suis pas encore très à l'aise avec l'exercice. Oui. C'est terrible ce qu'il vous oblige à faire. Mais c'est pas votre faute. Vous vous appelez comment?
Eleanor. Dobrak. Eleanor Dobrak. Je suis désolée, Vous avez un nom? Enfin, j'imagine que oui, tout le monde a un nom, mais vous vous en souvenez? Oui, quelle question. Mais ça n'a pas vraiment d'importance, maintenant que je suis ici. Les prisonniers n'ont plus de nom. Et puis, de toute façon, avec ce qui va m'arriver... Eleanor, est-ce que vous pourriez me rendre un service avant de m'injecter ce que vous devez m'injecter? Normalement, je suis même pas censée vous parler. C'est un peu tard pour ça. Vous Sans inquiétez- déconner, C'est pas grand-chose, je vous assure. Ils ont pris mes effets D'accord. personnels. Ils en ont posé une partie sur la petite table ronde là-bas. Est-ce que vous pourriez aller voir et m'apporter un de ces effets personnels? Oui, oui, bien sûr. Bien sûr, excusez-moi. Je vais vers la... Je vais vers la table. Qu'est-ce que... Un Je médaillon. retourne un peu... Si vous trouvez un médaillon, prenez-le et... J'aimerais que vous me l'apportiez. C'est pas grand-chose. J'aimerais l'avoir autour du cou pour ce qui va m'arriver ensuite. Je le prends et je regarde et je le montre comme s'il pouvait le voir en fait de là où il était. Je me rends compte de la bêtise de la chose et je me rapproche. Celui-ci? C'est ça, oui. Je suis attaché, je peux rien vous faire, mais si vous vouliez bien me le mettre autour du cou. S'il y a bien une chose que j'ai Ouais. pas envie de perdre, c'est ça. Le jour où je perdrai ce médaillon, c'est que je serai mort. Je passe, je le regarde un instant et je le reconnais ou pas? Non. Et je lui passe autour du cou. Et je le mets tu sais, sous les chaînes pour qu'il soit vraiment contre lui. Qu'est-ce qu'on m'a dit sur les sujets? On m'a dit qu'ils étaient malades ou alors comment on a justifié que... On m'a rien Malades dit. ou des prisonniers qui ont fait des choses horribles. Mais tu te doutes que certains sont issus de la révolte de Carnandras. Et tu sens qu'il t'attrape l'avant-bras. Ça te surprend, t'entends le bruit de chaîne, mais c'est trop tard quand tu l'entends. Lâchez-moi. Je vais rien vous faire, vous inquiétez pas. Et il te regarde intensément et il te dit... Avant ce qui va m'arriver, vous faites quelque chose de vraiment bien. Je vous remercie. Eleanor. Je m'appelle Colbert. Je pense que Eleanor est pas bien du tout à ce moment-là. Et je vais prendre sa main et... Enchanté, Colbert. Et je suis navré. Et vous auriez... Enfin, je suis juste navré. Vous en faites pas. C'était mon destin. Et puis, vous savez, même les destins qui se perdent parfois, ce ne sont que des dominos. Et peut-être que ce qui va m'arriver déclenchera une réaction en chaîne. Et peut-être qu'un jour elle servira à ma famille et d'autres. On peut pas le savoir. Ce qui paraît terrible, ce qui paraît mal, parfois donne quelque chose de bien et surtout, de juste. Merci, Eleanor. Et je ne crois pas au destin. Un jour, peut-être, vous y croirez. Non, je crois que nous sommes simplement trop peu intelligents pour comprendre tous les calculs qui nous entourent, c'est tout. C'est une théorie que mon frère développe et je... Oh, pardon. Excusez-moi. Et vous entendez un bruit. Navré. Une porte s'ouvre, qui met fin à votre discussion. Et des années plus tard,
à une période qui est en réalité la fin de la guerre des Trois Couronnes. Il y a des années, tu es maintenant alchimiste. Et tu t'es à nouveau retrouvé dans ce laboratoire, parce que là, maintenant, tu le fréquentes plus régulièrement en fonction de ce dont on a besoin. Tu es dans le laboratoire et vous êtes à court de laborantin, et cette fois, tu dois rendre un service. Et toi aussi, non pas préparer un sujet, mais donner ses injections à l'un des sujets. Ce n'est pas une préparation, cette fois. Et tu es encore dans ce couloir qui mène à ce laboratoire. Tu n'es toujours pas condamné à cette époque, en cette fin de la guerre des Trois Couronnes. Et tu l'entends avant de le voir. Du couloir émerge un guerrier extrêmement imposant en armure complète. Il semble ne pas te voir. Et il va s'asseoir sur une énorme chaise métallique, presque docilement. Tu entends sa lourde respiration et presque machinalement, il enlève son casque. Il pose à côté de lui. Il est difforme. Sa peau est lisse comme celle d'un jeune homme, glabre, sans cheveux, presque parfaite, trop parfaite. Pourtant, de nombreuses excroissances osseuses parsèment son crâne qui lui donnent une apparence terrifiante. Tu n'as jamais rien vu de tel. Il pose son avant-bras, défait son gantelet de fer, remonte sa manche. Son bras est une sorte d'amas de chairs amoncelées recouvertes d'une peau tout aussi lisse que celle de son crâne. Que fais-tu ? Je retiens un hoquet de stupeur. Et puis je me concentre sur préparer mes injections. Et comme depuis que j'ai commencé, je récite limite la manière de procéder. Alors d'abord la solution. Pour essayer de me concentrer sur autre chose que les excroissances. On est d'accord que du coup je l'ai jamais vu. Enfin Non. Je m'en occupe pas moi de ces choses-là d'habitude. Non. Et une fois que j'ai préparé, j'imagine c'est une seringue. Oui, plusieurs même. Plusieurs. Plusieurs différentes. J'apporte le plateau avec moi et je le regarde quand même droit dans les yeux parce que au fond de moi je me dis que ça reste théoriquement un humain. Bonsoir. Il tourne la tête dans ta direction. Tu vois un regard dur, absent et brûlant à la fois. Il te contemple, mais sans réaction. Et il tape un coup avec son avant-bras, comme pour dire « Injecte-moi ». Je lui fais un garrot et ok. Moi tout. Vous connaissez la procédure, vous savez que les premières peuvent vous faire assez mal. Ce ne sont pas les premières. La voix te dit quelque chose. Elle est légèrement plus grave. Mais une consonance familière. J'injecte et je le regarde avec un peu plus d'attention en cherchant dans ses yeux quelque chose, tu vois, ou... Allez. Et en fait, je fais pas vraiment attention à comment je le pique, tu vois, je le fais, mais en plus, sans savoir vraiment ce que je fais finalement, donc je suis pas sûr que ce soit très agréable. Et lorsque tu fais ça, tu fais pas attention, il grogne et il t'attrape l'avant-bras. Et t'as un flash quand il t'attrape l'avant-bras. Et il y a quelque chose qui sort, un petit tintement, pardon. Et au niveau de son cou, et tu vois qu'il y a un médaillon qui tombe, qui reste accroché, mais qui se dénoue. Une tulipe. Tu l'as déjà vu, c'est le médaillon que tu avais donné à Colbert des années auparavant. Colbert ? Je retire instinctivement la piqûre. Donc il se retourne dans ta Vous êtes direction. Colbert, c'est ça ? On se connaît, je vous ai vu il y a quelques années déjà. Comment m'avez-vous appelé ?
Peut-être que je me trompe, mais le médaillon, c'est moi qui vous l'avez rendu. Il te rattrape, comment Colbert. Il commence à se toucher. Attendez, calmez-vous, tout va bien, d'accord? Vous savez où vous êtes? Regardez-moi. J'essaie d'attraper sa main. Je suis nul en humain. Non, il te repousse. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Non, père! Non! Il va au niveau d'une étagère, il ferme quelque chose, il y a un peu des vitres, il se regarde. Il se met à balancer les étagères, elles tombent. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Mon Dieu. Il attrape une torche. Maladies. Il la balance partout. Et il n'a pas fait exprès, mais la torche, ça prend. Il y a du feu qui commence à se répandre. Non. Et ça se met à brûler. Il faut qu'on sorte d'ici. Qu'est-ce que vous êtes fou? Il s'approche de toi. Venez! Il t'attrape. Et Il t'attrape. Non. Lâchez-moi. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Et il te regarde. On m'a ordonné, c'est ce qu'on m'a ordonné, je n'ai pas... Je suis désolée, L'enfer C'est prend pas moi. partout. Il y a une déflagration. Qui êtes-vous? Ça brûle de partout. Eleanor. C'est la chaleur. Eleanor Dobrak, et nous devons sortir d'ici tout de suite, s'il vous plaît, il faut qu'on sorte d'ici tout de suite. Eleanor, c'est vous? Et il voit le feu, il y en a Regardez-moi, partout. regardez-moi. Et il y a comme une Regardez-moi, venez déflagration. avec moi. Il t'attrape, il te balance contre le mur, il fait rempart de son corps, il met le bras en l'air comme ça. Et tu vois son visage déjà déformé qui se change dans un rectus, il se met à hurler. Il t'attrape par le col et il te jette dans le couloir. Et là il y a une déflagration qui bloque complètement le couloir. Le laboratoire s'embrase. C'est un enfer sur Terre. Que fais-tu? Je reste interdite un temps et puis en fait vraiment pas très longtemps. Je cours dans le sens inverse en hurlant au feu, au feu. Et alors tu l'entends. Le cri de douleur. Alors que ses cordes vocales brûlent, il hurle. Et tu n'entends bientôt plus rien. Plus rien. Tu es seul dans ce couloir, tu sens la chaleur intense qui vient de cet enfer que les alchimistes ont créé. Et alors, il en émerge. Il brûle encore, cet être difforme, à la peau désormais ravagée, un démon des enfers que l'on connaîtra sous le nom du chevalier obscur, de Calion. Un jour, il chutera comme tous les démons, mais pas avant d'avoir accompli son destin. Alibert, Eleanor, vous émergez dans le laboratoire qui n'a jamais été condamné. Dans ce laboratoire, il y a des alcôves, des tubes, des tuyaux partout, la radiance qui alimente les tuyaux, des corps à l'intérieur qui flottent, des humains, des rats sur lesquels des tests sont effectués, des rats, des humains, un peu un mélange des deux aussi, de l'engeance stockée dans des réservoirs que vous voyez se mouvoir, utilisée pour injecter sur des spécimens humains et faire des tests pour tenter de la maîtriser. Que faites-vous, que pensez-vous devant ce musée des horreurs? Alibert, vas-y, je te laisse la primeur. Mais comment ils peuvent faire des expériences? Ils font des expériences sur des humains? Quoi? Eleanor, vous étiez au courant? Ça fait 5 ans. Enfin... Comment on a pu ne pas voir ça?
Et je me balade dans le truc et je regarde, je vois, je... C'est horrible. Et Eleanor, alors que tu observes, l'un des spécimens a les yeux qui s'ouvrent, tu te rends compte que un grand nombre d'entre eux sont encore vivants.